Encore quelques incidents au Caire ce soir. Sadat, en difficulté, décrète le couvre-feu. Produire un bon vin de table, premier objectif de la nouvelle politique viticole du gouvernement. Jacques Chirac reçu pendant 1 heure par Raymond Barre. Patrick Henry avait-il prémédité son crime? Principale question abordée au cours de la 2e journée. Walter Fritz Mondale, un vrai second pour Jimmy Carter, édition spéciale du journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Ce soir, le calme n'est qu'en partie revenu au Caire après 24 heures d'émeutes qui n'ont pas simplement secoué la capitale égyptienne, mais aussi Alexandrie, la 2e ville du pays. Ces événements ont fait déjà plusieurs morts et des centaines de blessés. Ce matin, l'armée avait été autorisée par le gouvernement à faire usage de ces armes. Par ailleurs, le couvre-feu a été décrété, le président Sadat est rentré en toute hâte dans sa capitale et le maréchal Tito, qui devait arriver demain en visite officielle, a annulé son voyage. Bref, autant d'éléments montrant bien la gravité de ces événements qui ont pour origine l'augmentation d'un certain nombre de produits alimentaires de consommation courante. Mais nous allons essayer de l'analyser dans quelques instants. Ces augmentations n'expliquent pas totalement ce soudain mécontentement. Mais avant, si vous le voulez bien, reprenons dans l'ordre le fil des événements en regardant les premières images qui viennent de nous parvenir du Caire et qui, malheureusement, ne sont pas très bonnes. Tout commence hier soir à Élouan, une banlieue industrielle du Caire, où 5000 manifestants protestent contre l'annonce d'une augmentation des prix de certains produits alimentaires, des cigarettes et de l'essence. Dans la soirée, une atmosphère d'émeute règne dans toute la capitale. Manifestants et policiers s'affrontent dans les rues, puis la violence gagne Alexandrie, où des autobus sont incendiés, des manifestants envahissent la propriété du vice-président. Il y aurait plus de 100 blessés. Première réaction du gouvernement, fermeture des universités et des écoles, justification des hausses de prix, rejet de la responsabilité des émeutes sur des éléments marxistes. Mais ce matin, la violence reprend. Au Caire, plusieurs quartiers sont envahis par des milliers de manifestants, surtout des étudiants et des ouvriers, armés de haches, de gourdins, de pierres. Le ministre de l'Intérieur donne l'ordre à la police de se servir de ses armes. À 11 heures, les forces de l'ordre ouvrent le feu sur les manifestants. Pourtant, les émeutes se poursuivent. En début d'après-midi, l'armée intervient. Des soldats en tenue de combat occupent les points stratégiques du Caire. Le président Anwar el-Sadat, qui se trouvait dans sa résidence d'hiver à Assouan, regagne la capitale. 2 mesures sont prises. Le couvre-feu est ordonné au Caire et à Alexandrie dès 17 heures, mais surtout, le président Sadat suspend l'application des hausses de prix qui avaient déclenché les émeutes. Ce soir, le calme est revenu presque partout au Caire, où d'importantes forces de sécurité sont en place. Les rues presque vides sont jonchées de débris. On ne connaît toujours pas le nombre total de victimes. Il y aurait au moins 5 morts à Alexandrie, mais les dévastations visibles ce soir, autobus et magasins incendiés, palissades éventrées, ainsi que la violence des affrontements, font penser que le bilan de ces 2 jours d'émeutes sera très élevé. Ces émeutes sont les plus graves qu'ait connues l'Égypte ces 20 dernières années. Cependant, ce ne sont pas les premières. Il y en a même eu à l'époque de Nasser, notamment à Alexandrie, où l'on avait aussi tiré sur la foule. Finalement, il est assez fréquent de voir le petit peuple égyptien descendre dans la rue pour dire qu'il a faim. Mais cette fois, Sadat a été obligé de faire appel à l'armée pour établir l'ordre. C'est non seulement un échec de sa politique intérieure, mais aussi une gifle personnelle, lui, l'homme qui a lavé la honte de l'armée égyptienne avec la guerre de 73. Ce sont d'ailleurs les conséquences de cette guerre de 73 que l'Égypte paye aujourd'hui. La hausse des prix a été considérable en quelques années, du simple au double, alors que les salaires n'ont pas suivi. En outre, la politique d'ouverture économique instaurée par Sadat n'a pas eu les résultats escomptés. Le petit peuple n'a reçu que des miettes, alors que la renaissance d'une moyenne et grosse bourgeoisie a creusé un peu plus l'écart entre ceux qui roulent en Mercedes et les ouvriers des aciéries d'Élouan qui s'entassent dans des autobus surchargés pour entrer dans leur banlieue. La libéralisation, Sadat y a pourtant cru, même sur le plan politique, puisqu'il y a quelques mois, il avait autorisé des plateformes de gauche et de droite à l'Assemblée nationale. Mais apparemment, pour décider de l'augmentation des prix, il ne les a pas consultés. Son pouvoir est donc encore très personnel. Autre responsable de cette crise, les riches États arabes, Arabie Saoudite, Koweït, etc., qui devaient soutenir l'économie égyptienne en y investissant des milliards de dollars. Ils n'ont jamais véritablement tenu leurs engagements. Et là, s'ils veulent maintenir à la tête de l'Égypte un homme modéré comme le président Sadat, ils seront obligés de payer. Car même si pour l'instant le pouvoir de Sadat n'est pas véritablement en danger, l'armée lui étant toujours fidèle, l'exaspération de ce peuple égyptien est parfois imprévisible.
Déclaration du ministre des Affaires étrangères français, M. Guéringaud, à propos de l'affaire Abu Daoud, affirmant que cela n'empêcherait pas la France de jouer un rôle au Proche-Orient, et le ministre de préciser qu'il entendait bien se rendre prochainement dans tous les pays concernés par ce conflit, y compris Israël, si le gouvernement israélien, a-t-il précisé, ne me rend pas la chose impossible. M. Guéringaud a également annoncé officiellement que l'élection du Parlement européen, pour ce qui concerne la France, aurait lieu au scrutin proportionnel. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de candidats dans chaque région, mais des listes nationales sur lesquelles les Français choisiront leurs représentants. Cette décision calmera peut-être certaines inquiétudes de personnalités comme M. Michel Debré qui craignent la montée du régionalisme au niveau européen. Et puis avant de passer au problème français, je vous signale que ce soir, le magazine C'est-à-dire aura pour invité Sa Majesté le Shah d'Iran, interviewé par Jean-Marie Cavada, Édouard Laure et Gérard Sebag dans son palais de Téhéran. Les questions à poser au chef d'État iranien ne manquent pas en ce début d'année après l'augmentation du pétrole, l'endettement de ce pays qui a connu un développement gigantesque ces dernières années, le problème des libertés intérieures en Iran, des rivalités militaires autour du Golfe Persique, autant donc de questions d'actualité qui seront abordées par le Shah d'Iran, grand témoin de cette édition exceptionnelle de C'est-à-dire, présentée par Jean-Marie Cavada à partir de 21h20 ce soir. Fini la bibine. Cette expression un peu crue, si je puis dire, à propos du vin, n'est pas de moi. Elle est du ministre de l'Agriculture, M. Bonnet. Cette réflexion, faite il y a quelques semaines, avait d'ailleurs provoqué de vives réactions du côté des viticulteurs. En disant cela, M. Bonnet voulait expliquer qu'il fallait améliorer la qualité des vins français en supprimant un certain nombre de productions de vins médiocres, fabriquées de manière industrielle par de savants coupages, dont certains spécialistes en sont. Et bien finalement, M. Bonnet a fait adopter ses vues par le Conseil des ministres. Et nous allons voir en détail les mesures qui ont été prises et entendre les premières réactions des organisations viticoles. Après les manifestations qui ont ensanglanté le Languedoc-Roussillon il y a près d'un an, il semblerait que la majorité des viticulteurs s'oriente vers un autre type d'action pour faire aboutir ces revendications, c'est-à-dire vers la négociation avec les pouvoirs publics. Cette attitude est la conséquence de 5 mois d'actions violentes qui ont fait éclater les structures économiques et syndicales du Midi viticole. Face à une situation calme mais tendue, le gouvernement propose une politique axée sur la qualité et le revenu des viticulteurs. En ce qui concerne la qualité, le gouvernement a décidé à prendre un certain nombre de mesures, à confirmer certaines qui ont déjà été prises dans le passé, qui tendent à privilégier les viticulteurs de tradition s'adonnant à une production de qualité, et au contraire à pénaliser, à dissuader, à décourager les productions à très haut rendement qui ne donnent qu'un vin médiocre, risquant de porter atteinte à l'image de marque du vin de table chez le consommateur français. Et puis le deuxième axe, c'est la garantie du revenu des viticulteurs. Cette garantie passe par un certain nombre de conditions qui sont souvent plus communautaires que françaises. La réorganisation européenne du marché du vin, c'est l'une des principales revendications des viticulteurs. Monsieur Emmanuel Maffre-Bourget, président démissionnaire de la Fédération des vins de table, estime n'avoir reçu aucune assurance à ce sujet. On poursuit le plan Chirac, on poursuit un plan qui jusqu'à ce jour n'a rien donné. Je suppose qu'à travers ce plan, il y aura des éléments positifs. C'est une politique à moyen et long terme, mais en attendant, comment allons-nous vivre si aucune décision n'est prise pour arrêter l'entrée de vins italiens à bas prix, pour obliger le commerce à respecter les accords interprofessionnels? Je dis donc que c'est de remettre au lendemain ce que l'on ne peut pas régler ce jour même. Les propositions du ministre n'obtiennent pas plus l'assentiment de la Confédération nationale de la coopération viticole qui estime ne pas avoir été comprise. Les mesures que nous annonce ce matin ne nous apportent rien. C'est une espèce de pochette à surprise qu'on donne aux enfants pour s'amuser, dont on sort un gadget à la fin. Pour ma part, je suis assez déçu de voir que devant une situation aussi grave, le gouvernement n'est pas plus bon de prendre des mesures extrêmement importantes, surtout pour tranquilliser le Languedoc-Roussillon sur cette crainte que nous avons de voir disparaître 100 000 hectares, soit 10 millions d'hectares, pour faire de la place aux vins d'Italie et aux vins espagnols.
La plupart des viticulteurs prétendent aujourd'hui qu'ils sont prêts à produire un vin de qualité, à condition que l'État garantisse des prix équitables, c'est-à-dire tenant compte de l'augmentation des prix de revient et de la concurrence étrangère. Pour l'instant, c'est la déception. Au Conseil des ministres de ce matin, M. Giscard d'Estaing a demandé que soit accéléré le règlement des marchés publics passés par l'État avec les petites et moyennes entreprises, ce qui est un fait, doivent souvent attendre longtemps avant d'être payés par l'administration, ce qui est des avantages par rapport aux grosses sociétés dont les finances et les trésoreries sont en général plus solides. Enfin, le secrétaire d'État au PTT, M. Segard, a annoncé que dans 6 mois, le délai de raccordement téléphonique serait de 15 jours au maximum pour 50% des Parisiens. À cette occasion, le président de la République a déclaré que pour la première fois, les problèmes du téléphone étaient traités en France à une échelle moderne. L'objectif du gouvernement étant de disposer en 1982 de 20 millions de lignes de téléphone. Dès demain, nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce problème qui concerne directement tous les Français. Enfin, la dernière information venue aujourd'hui de l'Élysée, mardi 1er février, le président de la République sera l'invité de l'émission d'antenne de Les Dossiers de l'écran. À cette occasion, un échantillonnage représentatif des Français choisis par l'Institut de sondage Sofres poseront des questions au chef de l'État sur tous les problèmes les intéressant. Après la conférence de presse du président de la République évoquant la nouvelle entente majoritaire qu'il souhaite voir s'instaurer entre les différents partis qui le soutiennent, le rendez-vous politique important de cette semaine était celui que M. Chirac avait demandé à M. Barre cet après-midi à 18h. Et vous allez le voir à sa sortie, la surprise est vraiment de taille. Après la conférence de presse du président de la République, j'ai estimé nécessaire de rencontrer le Premier ministre pour m'entretenir avec lui des affaires du pays. Si sur le plan économique, j'ai confirmé à M. Barre mon entier soutien au plan de redressement mis en œuvre par le gouvernement, j'ai en revanche exprimé les plus extrêmes réserves sur la situation de la majorité et son évolution, notamment en ce qui concerne les élections municipales. En fait, ces élections, qu'on le veuille ou non, ouvriront et engageront dans une large mesure la prochaine campagne législative. Il est donc essentiel qu'elle soit menée avec vigueur et avec détermination. À Paris, l'heure n'est plus aux négociations de couloir, ni aux compromis de parti. Il convient maintenant d'affirmer clairement notre résolution et de faire en sorte que la capitale de la France ne court pas le risque de tomber entre les mains des socialo-communistes. En conséquence, et fidèle à l'engagement que j'ai pris de combattre partout les dangers du collectivisme, j'ai décidé de me présenter à Paris, à la tête de tous ceux qui se rassemblent pour mener le même combat. Une fois encore, le peuple de Paris, j'en suis sûr, saura donner l'exemple. Voilà, la déclaration de Jacques Chirac, elle date d'il y a quelques secondes après, à peine. C'est une énorme surprise, je l'ai découvert pratiquement en même temps que vous. Et d'une certaine façon, on est bien obligé de dire que c'est une mauvaise manière faite à Valéry Giscard d'Estaing. Vous savez, Jacques Chirac à l'Élysée, personne à Paris, personne ne s'y attendait. Depuis 2 mois, on avait mis en place une procédure qui faisait que Michel Dornano était candidat. Il l'avait annoncé sur les marches de l'Élysée précisément. Et tout cela faisait qu'il apparaissait donc comme un petit peu le candidat de Valéry Giscard d'Estaing, qui pourtant, hier, dans sa conférence de presse avant-hier, s'était bien gardé nommément de soutenir Michel Dornano. Alors, d'autres candidats s'étaient mis sur les rangs. Il y avait eu Christian de la Malène, il y avait eu le jobertiste René Calie-Dejean, et puis certains avaient été avancés par leurs amis, Maurice Murville, Roger Frey. Bref, une belle pagaille à Paris au sein de la majorité, tout le monde en conjoint.
Reste à savoir maintenant quelle va être l'attitude, la réaction de Valéry Giscard d'Estaing, qui est mise en demeure, mise devant le fait accompli. Il est pratiquement obligé d'accepter cette candidature de son ancien Premier ministre. Nous en reparlerons à 23h. Voilà Daniel Binet. Aujourd'hui donc, deuxième journée du procès de Patrick Henry à Troyes. Cette audience a été en partie consacrée au rapport des experts qui ont essayé de déterminer les conditions exactes dans lesquelles le petit Philippe a été tué, des conditions que l'on connaît finalement mal. Et bien que cela puisse sembler particulièrement tragique, il est important d'arriver à les reconstruire. Grande femme aux cheveux châtains, le visage doux surtout et ravagé, c'est la mère de Patrick Henry, serrée dans la foule avec sa fille. Les deux femmes, tassées l'une contre l'autre, s'affligent comme pour se mortifier d'une faute qu'elles n'ont pas commise, le long calvaire des audiences où tout le monde les regarde. Elles ne l'abandonneront sans doute jamais. Surtout pas au moment ce soir où l'attitude de Patrick Henry balaye, s'il en restait, les doutes de l'horreur. Les experts ont trouvé de l'alcool dans le sang de l'enfant. Patrick Henry dit qu'il n'a bu que de l'eau. Les experts ont trouvé un taux de barbiturique élevé et estiment que l'enfant, au moment de sa mort, était inconscient. En somme, il n'a sans doute, sûrement, pas souffert. Et Patrick Henry affirme « Je ne l'ai pas drogué. Il regardait la télévision lorsque je l'ai tué. » Pourquoi cette obstination qui gêne sa défense, qui le prive même, à la rigueur, du bénéfice d'avoir voulu adoucir, entre guillemets, les derniers moments de l'enfant. Comme s'il cherchait, lui, l'assassin reconnu, à cacher encore quelque chose. Mais quoi? Peut-être l'explication du fait étrange, horrible, qu'on n'a pas trouvé une seule empreinte d'enfant dans la chambre, comme si l'enfant n'y avait jamais vécu. Sociale, grève le 1er février au gaz et à l'électricité de France. Ce mouvement a été décidé aujourd'hui par la CGT, la CFDT et FO. Par cette action, les syndicats entendent protester contre les propositions salariales qui leur ont été faites par leur direction. Les réalisateurs de télévision CGT viennent de décider la poursuite de leur mouvement de grève. Par contre, les réalisateurs CFDT, eux, ont suspendu leur action. Aujourd'hui donc, il n'y a pas eu de journaux à Paris. Le syndicat du livre CGT ayant décidé cette grève de 24 heures pour protester contre le blocage des négociations et la condamnation d'ouvriers du Parisien libéré ayant attaqué des fourgonnettes du jour. La nuit dernière, il y a eu des incidents autour de l'imprimerie de Saint-Ouen, l'imprimerie du Parisien libéré, qui lui est sorti aujourd'hui, contrairement aux autres jours. Incident entre ouvriers du livre et policiers, les ouvriers essayant d'empêcher l'acheminement des exemplaires du Parisien libéré. Et puis ce soir, les choses vont en s'aggravant puisque M. Bureau, le secrétaire général du livre parisien, exige la libération de 9 personnes interpellées cette nuit lors des incidents. Sinon, dit-il, et je le cite, je ne sais pas ce qui pourra se passer. M. Bureau a fait cette déclaration à l'issue d'une rencontre avec le médiateur du conflit, M. Bott. À l'heure de ces événements, on est presque tenté de dire que ce conflit tourne à l'absurde d'une certaine façon. Cela fait maintenant presque 2 ans qu'il est commencé. Les positions des deux côtés restent apparemment aussi éloignées. Et même après la mort de M. Amaury, on voit mal aujourd'hui comment cette affaire pourra se régler entre deux adversaires qui cherchent à faire toucher terre. Avec cette nouvelle grève des journaux, nous entrons en effet dans le domaine de l'absurde, mais aussi du désespoir, les deux termes n'étant pas incompatibles. Absurde pour plusieurs raisons. Le Parisien libéré, au centre de ce conflit, n'est plus fabriqué aujourd'hui comme il l'était il y a 2 ans. Nouvelles imprimeries, nouvelles techniques. Il est donc vain d'espérer que sa direction va réembaucher des travailleurs dont les connaissances ne correspondent plus à la nouvelle situation. Le principe du réembauchage pouvait être cependant défendu tant que l'homme considéré comme responsable du conflit était encore en vie. Il s'agissait alors de battre en brèche la décision unilatérale d'un patron de droit divin. Le combat dans ces conditions avait un caractère symbolique. Mais M. Amaury est mort et on ne se bat pas contre les ombres. Absurde encore parce que finalement, les journaux frappés par la grève ne peuvent pas grand-chose pour débloquer la situation. Mieux, les nouveaux dirigeants du Parisien libéré n'ont aucune raison de leur faire des concessions qui pourraient débloquer le conflit dans la mesure où seul sur le marché les jours de grève, le Parisien peut accroître ses tirages et ses bénéfices. Absurde surtout et enfin parce que les principales victimes de ces grèves répétées sont les journaux les plus vulnérables, c'est-à-dire avant tout les derniers quotidiens d'opinion. La Croix, le quotidien de Paris, Libération et paradoxalement l'Humanité. Avouez, une action d'un syndicat ouvrier puisse aboutir à la suppression de la diversité de la presse en même temps qu'au chômage
de centaines de travailleurs, cela a quelque chose de paradoxal. Tout cela, les dirigeants du syndicat des livres le savent. Mais ils savent tous qu'ils sont sur le point de perdre une bataille décisive qui a duré 18 mois et qui a entraîné de lourds sacrifices financiers de la part de l'ensemble des travailleurs syndiqués de ce secteur. Vaincus, ils risquent de l'être complètement, et c'est à cet égard que l'on peut parler également de combat du désespoir. En bref, le reste de l'actualité, Yvonne Printemps est décédée hier soir à Paris à l'âge de 83 ans. Cette grande vedette admirée par la génération de mes parents disparaît 2 années après son compagnon Pierre Printemps. Sport, ski, une bonne nouvelle pour les Françaises, enfin, dirons-nous. Fabienne Serra s'est classée 2e du slalom spécial de Schruns et Perrine Pellen 5e. La première place revient à la Suissesse Lise-Marie Morero. On propose de les regarder descendre toutes les deux. Voici la Suissesse des Diablerets, Lise-Marie Morero. Déjà victorieuse des 2 slaloms spéciaux disputés depuis le début de la saison, elle négocie ici la 2e manche de façon impeccable et l'emporte de façon indiscutable. Il lui manquera une toute petite seconde pour remporter le combiné qui ira à Eddie Wenzel et prendre le commandement en Coupe du Monde. Anne-Marie Preul détient toujours la première position. Outre la confirmation de Lise-Marie Morero, ce qu'il faut retenir de ce slalom de Schruns, c'est le réveil, enfin, nous l'avons dit, des Françaises. Fabienne Serra. Elle se classe en effet 2e. La double championne du monde de slalom et du combiné retrouve enfin le chemin du succès après avoir essuyé une série d'échecs retentissants. Mais elle n'est pas seule. Perrine Pellen, meilleure française de ce début de saison, termine 5e. L'ensemble français va-t-il enfin se réveiller? L'ami Fritz, vous l'avez vu, c'est le surnom amical que nous avons donné au nouveau vice-président des États-Unis, M. Walter Frédéric Mondale de son vrai nom. Fritz, c'est ainsi d'ailleurs que l'on appelle M. Mondale dans l'entourage même de Jimmy Carter. Le président qui prendra d'ailleurs officiellement ses fonctions demain. Dans l'édition spéciale que nous vous proposons ce soir, Jacques Segui et son équipe vont nous présenter un portrait de ce vice-président pas comme les autres. Pourquoi? Parce que pour la première fois, il va réellement tenir un rôle politique. Il sera effectivement le second du président. Et cela constitue véritablement une innovation, car jusqu'à présent, le vice-président était plutôt choisi en fonction du complément de voix qu'il pourrait apporter au candidat à la présidence. Il était libéral si le candidat était conservateur et conservateur si le candidat était libéral. Et puis, les événements de ces dernières années, comme l'assassinat du président Kennedy ou le départ forcé de M. Nixon, ont montré que le vice-président devait être un homme prêt à prendre le pouvoir. C'est donc un peu pour toutes ces raisons, sans doute, que Jimmy Carter a décidé de donner un rôle vraiment actif à M. Mondale, qui tout de suite, d'ailleurs, après l'investiture officielle, partira en tournée à travers l'Europe et le monde. C'est ainsi qu'il rencontrera d'ailleurs M. Giscard d'Estaing à la fin de la semaine prochaine. C'est-à-dire, c'est donc demain que le 39e président des États-Unis prêtera officiellement serment, et son entrée en fonction est sans conteste l'événement de cette année 70. Fini les fêtes du bicentenaire. Mais pour Oliver Miller et 216 millions d'Américains, 1977 c'est le commencement du 3e siècle et aussi de l'ère Carter. Étudiant à l'université de Yale, aujourd'hui dans l'équipe du président, Oliver a tout quitté pour Carter. C'est un changement de position assez effrayant parce qu'avant on n'avait pas de responsabilité. Maintenant, on a toute la responsabilité d'être sûr que les choix sont corrects. Choix multiples, différents, avec des gestes inédits, comme la première visite au département d'État, le ministère des Affaires étrangères, de la représentation chinoise. Le nouveau secrétaire d'État, Cyrus Vance, successeur de Kissinger. Et entre les deux hommes, le chinois Huawei, qui n'a pas le titre d'ambassadeur, mais Cyrus Vance ira bientôt en Chine. Des relations diplomatiques établies entre Pékin et Washington, un des objectifs de Jimmy Carter.
Mais Carter, depuis son élection du 2 novembre, n'a pratiquement jamais quitté son village, Plains, coupé en deux à intervalles irréguliers par le train de la Compagnie du Sud. Cette image n'est plus celle de Jimmy Carter et de son village, où le train est concurrencé par l'avion présidentiel ou celui du vice-président, en tout cas l'avion officiel États-Unis d'Amérique. Le vice-président élu, Walter Mondale, arrive à Plains. Walter Mondale est-il le symbole du renouveau que Jimmy Carter veut donner à sa fonction et à son administration? Né dans le Minnesota dans un village de 900 habitants. Walter Frédéric Mondale, 48 ans. Fritz, pour les intimes. Fils de pasteur. Descendant d'émigrés danois. Avocat. Sénateur. Monsieur le sénateur, quelle idée vous faites-vous de votre fonction de vice-président? Je ferai plusieurs choses, en politique intérieure ou en politique étrangère. Je serai un conseiller direct du président, avec un éventail très large de responsabilités. Pensez-vous vous rendre en Europe? Oui, oui. À Bruxelles, à Paris? Oui, je compte y aller. Quand? Je ne sais pas encore. C'est le lendemain de cette interview que Mondale laissait le soin au président élu d'annoncer la tournée européenne et au Japon du vice-président. Pour l'heure, il s'agissait, la semaine dernière, de se retrouver à Pond House, la maison de campagne de Carter. Objectif de la réunion, Ann Compton l'explique aux téléspectateurs de sa chaîne ABC. Réunion économique, injecter 30 millions de dollars dans l'économie américaine par le biais de réduction d'impôts, le lancement de programmes de travaux publics avec l'espérance de réduire en 2 ans le chômage de 10%. From the long discussion should come a decision on whether there will be a tax cut and whether the government could afford to create as many new jobs as some advisors are urging. The economic strategy of the new president will not be made public at least until Mr. Carter has a chance to sound out the leading members of Congress. Les invités de la réunion, les conseillers économiques de Carter naturellement, les représentants du Congrès, les ministres du Commerce, Monica Krebs, arrivée la première, du Travail, de l'Agriculture, sans oublier Michael Blumenthal, ministre du Trésor à gauche, et le Georgien Bert Lance, directeur du budget. Si Mondale a été convié à cette réunion, c'est que Carter ne veut pas que son vice-président soit l'homme du strapontin, destiné, selon la Constitution, à la présidence du Sénat ou au remplacement du président. Les rapports des deux hommes vont bien au-delà, dit Jody Powell, porte-parole de Jimmy Carter. Ils sont complémentaires. Ils se sentent bien ensemble et se respectent personnellement et politiquement. Ce lien, déjà évident au cours de la campagne et de la transition, ira en se renforçant à la Maison-Blanche. Moi, le premier, toute l'équipe du président, nous le considérons comme notre chef. Indicate a real role for perhaps
Tout ceci fait que pour la première fois, le vice-président jouera un rôle véritable de conseiller, de coordonnateur, de porte-parole et de lieutenant du président. Rôle difficile que celui de Walter Mondale, très proche du président, pas trop en retrait, jamais à l'avant-scène, mais toujours présent. Un vice-président actif, invité à parler fort, sans peur de froisser les conseillers, comme ici Jack Watson, ou les membres du Congrès, ou qui devra éviter de subir le sort de son maître politique Hubert Humphrey, vice-président de Johnson pendant 4 ans. Humphrey, ici, opposé à Johnson sur le Vietnam, reste fidèle à son président. Un silence, une loyauté qui en 1968, face à Nixon, lui coûtèrent la Maison-Blanche et même la confiance de ses amis démocrates. Aujourd'hui, ces mêmes démocrates affirment leur appui à Carter, mais aussi à Mondale. Question. Si le président est fort, solide, son vice-président peut-il être fort, solide? Et dans ce cas, la complicité dont parlait Jody Powell tout à l'heure peut-elle se prolonger? We're ready whenever you are. Question au président élu. Quelle idée vous faites-vous du rôle de vice-président? Intéressant, intéressant. Outre le fait qu'il s'agit là sans doute de la plus courte interview d'un président des États-Unis, Jimmy Carter s'est bien gardé, jusqu'à ce jour, de définir le rôle politique de son vice-président. Walter Mondale sera le chef de toute mon équipe à la Maison-Blanche, a dit Carter, arrivé enfin à Washington, entre le Sénat et la statue d'Abraham Lincoln, image de l'affrontement entre sudistes et nordistes. Carter le sudiste arrive, le monde, la Chine, l'économie, le vice-président, qu'en fera-t-il? Carter couche ce soir à Blair House, la maison des invités. Laissons la conclusion à l'historien américain Arthur Schlesinger. Carter, cet invité mystérieux de la Maison-Blanche. Voilà, avant de terminer ce journal par la météo, je me dois de vous rappeler cette information que nous avons apprise pratiquement en direct avec vous pendant ce journal. Monsieur Chirac est candidat à la mairie de Paris. C'est ce qu'il a annoncé ce soir à la sortie d'une entrevue avec Monsieur Raymond Barre. Bien sûr, tout de suite, notre service politique va se mettre en chasse, si je puis dire. Et dans notre dernière édition de 23 heures, en fin de programme, nous vous présenterons les premières réactions sans doute et aussi des commentaires. La météo donc, pour terminer, aujourd'hui la hausse des températures s'est étendue à la plus grande partie de la France, à l'exception du nord et de l'Alsace où il a neigé, où il neigeait encore cet après-midi. Demain il pleuvra encore et il neigera en montagne, du sud-est des Alpes à la Provence et à la Corse, tandis que de nouvelles pluies accompagnées de vents forts atteindront les régions voisines de la Manche et de l'Atlantique. Entre les deux zones pluvieuses, je vais y arriver, le temps restera très brumeux avec quelques gelées le matin sur les régions de l'Est. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux. Surprise dans la bataille des municipales, Jacques Chirac décide de se présenter à Paris. Retour au calme progressif en Égypte, mais le bilan des émeutes risque d'être très lourd. Déception chez les Vignerons après l'annonce du plan gouvernemental pour améliorer le vin de table. À 3, les experts déterminent si Patrick Henry avait oui ou non prémédité son crime.